Alors, on va montrer que la fonction de Weierstrass qu'on a construite à la capsule précédente est dérivable nulle part sur R. Donc, pour ce faire, je vous demanderais peut-être, avant de continuer la capsule, d'aller revoir le théorème 4.8 qu'on avait vu à la capsule numéro 28, qui va être un outil essentiel pour comment on va démontrer la non-dérivabilité de cette fonction G-là. Alors, faisons une brève révision de ce qu'on a jusqu'à date. On a commencé avec cette fonction génératrice ici f qui est égale à valeur absolue de x sur l'intervalle moins 1, 1 et puis qu'on avait prolongé sur l'axe réel par périodicité. Puis on vous rappellerait qu'on avait montré là, cette propriété des séquentes-là que cette fonction f ici possédait. Alors on va se servir de cette propriété ici dans cette capsule. On avait ensuite défini une suite de fonctions fn qui vont chacune de R vers R et puis qui étaient définies en termes de la fonction génératrice par compression horizontale et verticale. Et ensuite, on avait défini la série de ces fonctions ici. On avait vu que c'était une série qui convergeait uniformément et puis la limite uniforme de cette série ici, c'est ce qu'on avait appelé G de x, la fonction de Weierstrass, et par convergence uniforme d'une série de fonctions continues, il en suit que cette fonction G est continue partout sur R. Okay? Donc, c'est ce qu'on a montré dans les capsules 65 et 66. Maintenant, ce qu'on veut montrer ici, c'est que G est dérivable nulle part sur R. Donc, on va prendre un x réel quelconque, mais fixé, puis on va montrer que la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h n'existe pas. Okay? Donc, pour que g soit dérivable au point x, il faut que cette limite-là existe. Alors, si on montre que la limite n'existe pas, ça veut dire que g n'est pas dérivable au point x, et parce que x sera quelconque, on pourra en conclure que G est dérivable nulle part. Spécifiquement, on va construire la démonstration de la manière suivante. On va construire une suite HM de nombres réels, tous différents de 0, mais qui convergent vers 0, mais tels que la suite, quand je mets les HM dans cette expression ici, j'obtiens une suite réelle qui diverge. OK? Alors, pour que cette limite-là existe, il faudrait que cette suite ici converge vers la limite proposée ici. Ça, c'est en vertu du théorème 4.8, capsule 28. Donc, quand j'allais arriver à montrer ceci, en vertu de ce théorème ici, j'allais montrer ça. Donc, c'est ça la stratégie, de construire une suite HM de nombres réels différents de 0 et qui convergent vers 0 et de telle sorte que cette suite réelle ici diverge. Alors, comment est-ce qu'on va définir cette suite HM-là? Alors, soit M un entier donné, on va poser HM comme étant plus ou moins, puis je vais dire comment est-ce qu'on enlève l'ambiguïté entre le plus et moins dans 2 secondes, plus ou moins 1 sur 2 fois 4 à la M. Où le signe plus ou moins est choisi de telle sorte qu'aucun entier ne soit compris entre les deux nombres 4 à la mx et 4 à la mx plus hm.
Alors, pourquoi est-ce que c'est possible de choisir que si j'ai défini HM comme ça, qu'il va y avoir soit le signe plus ou le signe moins, qui est de telle sorte qu'entre ces deux nombres-là, il n'y a pas d'entier. Donc, c'est possible. Donc, veuillez noter. Que c'est possible. Ceci est possible. Car la distance entre ce nombre ici et ce nombre-là, hein, donc le 4 à la mx vient canceller le 4 à la mx que j'ai là, puis il me reste 4 à la mhm, valeur absolue de hm, et puis la manière dont j'ai défini hm ici, 4 à la mhm, ça va être en valeur absolue 1/2. Donc, la distance entre ces deux nombres-là, si j'ai choisi hm comme ceci, est 1/2. OK? Alors, soit le plus ou le moins, donc si je fixe celui-ci, étant donné que celui-là, il est soit 1/2 plus grand ou 1/2 plus petit que 4 à la mx, je suis capable de faire un choix, soit dans cette direction ici ou dans cette direction-là, où il n'y aura pas d'entier entre les deux. OK? Ça fait que... Donc, ça, je pense que si vous y réfléchissez un peu, ça devient clair. Donc, la suite construite, donc ainsi construite, la suite HM, bon, d'abord, elle est telle que les HM sont tous différents de 0 pour tout M entier. Et si je regarde la limite quand M tend vers l'infini de HM, peu importe que j'ai choisi les plus ou les moins, le plus ou le moins, ça va dépendre du M, c'est clair, là, mais peu importe que j'ai une suite qui oscille là, de plus en moins, à cause du terme 1 sur 4 à la M ici, lui s'en va à 0. Donc, cette suite-là converge vers 0. Alors, j'ai cette première partie ici, là, satisfaite. J'ai construit une suite réelle, de nombres réels, tous différents de 0 et qui convergent vers 0. Maintenant, regardons l'expression que j'ai au numérateur ici. OK? Donc, pour un M, fixé, regardons l'expression G de x plus hm moins g de x. Hein, donc, g est donné par une expression avec une série. Alors, je dois prendre cette expression ici, l'évaluer à x plus hm, puis ensuite prendre cette expression ici, puis l'évaluer à x, puis faire la différence. Donc, ce que je vais avoir, c'est en rassemblant les termes communs de la série, j'ai somme de n va de 0 à l'infini. Donc, je vais avoir 3/4 à la n sur chacun des termes. Et puis, l'autre terme, je vais avoir f de 4 à la n x plus 4 à la n hm. Hein, parce que ici, j'ai f de 4 à la n fois l'argument. Hein, donc, 4 à la n fois cet argument ici. Moins f de 4 à la n x. Terme la parenthèse. OK, donc on va considérer l'expression qui se trouve ici dans la somme. Donc, j'ai 3 remarques par rapport à cette expression-là. Donc, considérons l'expression que j'ai ici, là, dans la série ici. Bon, l'entier M, lui, là, pour l'instant, il est fixé. Et donc, pour un M fixé. Mais le N, lui, là, il va de 0 à l'infini.
dans la somme ici. Donc, l'entier m est fixé, mais n va de 0 à l'infini. Quand on regarde les indices de somme qui sont plus grands que le m fixé ici, donc l'entier m est fixé, lorsque n est plus grand que m, quand je regarde le terme 4 à la n hm qui se trouve ici, la manière que j'avais défini hm avec cette définition ici, quand je le multiplie par 4 à la n, ça me donne plus ou moins une demi, 4 à la n moins m. Où ça, maintenant, le n moins m, ça va être un exposant positif. OK? Alors, parce que ça va être donc une puissance de 4 divisé par 2, ça va être un nombre qui est pair, ceci. Donc, la distance entre ça et ça, c'est un multiple de 2. Un multiple entier de 2. Puis par périodicité de la fonction génératrice f, elle est périodique de période 2. Ça veut donc dire que cette valeur ici est égale à cette valeur-là, et donc la différence est 0. Alors, j'écris ça. Donc, on en conclut, donc, par périodicité de la fonction f, la fonction génératrice, on en conclut que quand l'indice de sommation dépasse le m, l'expression qui est dans la somme est 0. Donc, quoique on a une somme infinie ici, dès que l'indice de sommation arrive à m puis qu'il dépasse m, tous les termes ici sont 0. Donc, en fait, ça, c'est une somme finie qui va de 0, n égale 0, à m. Tous les autres termes plus grands que m vont être 0 à cause de la périodicité de la fonction génératrice f. Donc, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que lorsque n est plus petit que m, si je pose a comme étant ce nombre ici, l'argument ici, puis je pose b comme étant l'argument que j'ai là, puis que j'utilise la propriété des séquentes qu'on avait démontré à la capsule 65, qui était satisfaite pour la fonction génératrice, il en suit que f de b, 4 à la n x plus 4 à la n hm, moins f de a, 4 à la n x, est plus petit ou égal à, bon, ça, moins ça. Vous voyez le terme ici, 4 à la nx, 4 à la nx, il se cancelle. Et puis, il me reste 4 à la n hm. Donc, ça, c'est traduire la propriété de la séquente pour f lorsque a égale ceci, puis b égale à ça. OK? Donc, deuxième remarque. Troisième remarque, c'est la suivante. Donc, quand n égale à m, on avait choisi là, hm de telle sorte qu'il n'y a pas d'entier entre ces deux nombres-là. Pourquoi j'ai fait ça? Ça me permet de conclure que les deux points suivants dans le plan, c'est-à-dire A, f de A, et B, f de B, ils sont sur le même segment de droite. OK? Donc, on regarde à nouveau à quoi ressemblait f, là. Ça ressemblait à ça. Donc, quand on a qu'il n'y a pas d'entier entre
ce point ici et ce point-là, ben, il faut qu'ils soient sur le même segment de droite, étant donné que la distance entre les deux est plus petite qu'une demi aussi, ok, est égale à une demi. Donc, dans ce cas-là, ils sont sur le même segment de droite, de pente plus ou moins 1, qui me permet donc de dire que la valeur absolue de f au point B moins f au point A égale à 4 à la m égale la distance entre les deux en valeur absolue. OK? Puis ça va être égal à une demi. Donc, revenons sur ce que je suis en train de faire ici. OK? Je vais montrer que cette expression ici diverge. Donc, je suis en train de regarder le numérateur de l'expression. J'ai écrit ce numérateur-là comme une certaine série infinie. Puis, j'ai fait la constatation que seuls les termes allant de n égale 0 à m vont contribuer quelque chose de non nul. Donc, la somme infinie ici, elle va de 0 à m. Et puis, ce que j'ai gardé, c'est le terme n allant de 0 jusqu'à m-1, pour lequel j'ai une remarque ici que je peux utiliser. Puis, le dernier terme avec n égale à m, j'ai cette remarque ici que je vais utiliser. OK? Donc, je mets toute cette information-là maintenant ensemble dans l'expression que j'ai ici. Hein? Donc, l'expression, je disais, je vais montrer que ça diverge. Donc, construisons cette expression-là. Donc, j'ai que cette expression ici, c'est, bon, valeur absolue de 1 sur hm fois valeur absolue de g de x plus hm moins g de x. Alors, comme je disais, la somme maintenant, elle va aller juste de n allant de 0 jusqu'à m. Parce que les autres termes, ils vont être 0, parce que je viens de démontrer. Maintenant, je vais écrire le terme n égale à m séparément des autres, parce que lui, je vais utiliser cet argument ici, puis les autres termes dans la somme, j'utiliserai cet argument ici. Donc, regardons c'est quoi. Ça, c'est donc égal à valeur absolue de 1 sur hm fois valeur absolue de, bon, le terme avec n égale à m, comme je disais, je vais l'écrire comme 3 quarts à la m, f 4 à la m x plus 4 à la m hm moins f de 4 à la mx. OK? Alors, ça, c'est le terme correspondant à n égale à m, que j'ai écrit ici explicitement. Puis, j'ai les autres termes aussi, c'est-à-dire plus somme de n allant de 0 jusqu'à m moins 1, 3 quarts à la n, f 4 à la n x, plus 4 à la n hm, moins f 4 à la nx. Et puis, je ferme la valeur absolue. OK? Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit cette somme finie ici en mettant en évidence là, le dernier terme. Puis les autres termes, bon, c'est une somme qui va de 0 à m-1. Bon, maintenant, j'affirme que ça, c'est plus grand ou égal. Alors, je vais utiliser ici l'inégalité inverse du triangle pour cette valeur absolue ici. Je vais avoir cette valeur absolue ici comme étant la valeur absolue de un terme plus un autre terme. Puis l'inégalité inverse du triangle me dit que ça, c'est plus grand ou égal à la valeur absolue de la valeur absolue de ce terme-là moins la valeur absolue de ce terme ici. OK? Alors, j'écris ça. Donc, 3 quarts
à la m, valeur absolue de f, 4mx plus 4m hm moins f, 4mx. Okay, donc, en principe, j'aurais dû aussi rentrer ça dans la valeur absolue ici, mais parce que c'est positif, là, je peux le sortir de la valeur absolue. Donc, ce terme-là, c'est la valeur absolue de ce terme ici. Maintenant, moins la valeur absolue du deuxième terme. F4nx plus 4 à la n hm moins f4nx. Et puis, je termine avec ça. Donc, ça ferme cette valeur absolue-là. Et puis, j'ai cette valeur ici à l'extérieur que je dois fermer aussi. Okay? Donc, ici, ce que je me suis servi, là, c'est que valeur absolue de a plus b est plus grand ou égal à valeur absolue de a moins valeur absolue de b. L'inégalité inverse du triangle. Où est-ce que j'ai pris ça comme le terme a minuscule, puis j'ai pris ça comme le terme b minuscule. OK, alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux... Ah oui, maintenant, la valeur absolue d'une quantité est plus grande ou égale à la quantité. La valeur absolue de t est plus grande ou égale à t. Ça, c'est toujours vrai. Alors, ça, c'est plus grand ou égal à 1 sur hm. Et puis, essentiellement, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les valeurs absolues à l'extérieur ici, puis les remplacer par des parenthèses. Donc, parenthèse, 3/4 à la m, f de 4 à la mx plus 4 à la m hm moins f de 4 à la mx moins valeur absolue n allant de 0 à m moins 1, 3/4 à la n f de 4 à la nx. Alors, ferme la parenthèse, ferme cette valeur absolue ici, et puis je dois fermer la parenthèse que j'ai ici. OK, alors, maintenant, le terme que j'ai ici, j'avais dit que c'est égal à 1/2. Donc, le terme que j'ai là, je peux l'écrire comme 3 à la m sur 4 à la m, valeur absolue de hm, fois 1/2. Donc, tout ce terme ici, c'est égal à ça. Donc, vous voyez, 3 à la m sur 4 à la m, c'est ça. J'ai la valeur absolue de hm ici. Et puis, l'expression que j'avais ici, j'avais dit que c'est égal à 1/2. Donc, ce que j'ai ici. Et ensuite, les autres termes. Donc, là, il faut que je prenne en considération ça fois ceci. Alors, ensuite, j'ai moins 1 sur valeur absolue de hm, n égale 0, m moins 1, et puis, je sais que c'est long à écrire, mais c'est important là, de pouvoir bien garder une nomenclature des expressions qui sont ici. hm
moins f à la 4nx. Ferme la parenthèse, ferme la valeur absolue. OK, alors, quoi d'autre que je peux dire? 4 à la m, valeur absolue de hm. 4 à la m, valeur absolue de hm, c'est une demi. Donc, ici, j'ai une demi au dénominateur. Ici, j'ai une demi au numérateur. Donc, ça se cancelle. Ces deux termes-là se cancellent. Puis, il me reste 3 à la m. Donc, 3 à la m. Moins. Et puis, ici, là, je répète. Je répète ceci. OK, maintenant, je vais utiliser l'inégalité du triangle direct. Maintenant. Puis comment je vais m'en servir? J'ai quoi? J'ai que la somme de A plus B est plus petite ou égale à la somme de A plus la somme de B. Donc ici, c'est clair que si j'ai une somme finie, hein, A1 plus AK, c'est plus petit ou égal à A1 plus A2 plus AK. Bon, ici, j'ai moins la valeur absolue. OK? Donc, si j'ai ça, puis je multiplie chaque côté par moins 1, je change le sens de l'inégalité. Donc, en utilisant l'inégalité du triangle direct, je peux me le faire ici, mais il faut que je tienne compte du fait que j'ai un moins ici. Donc, ça devient plus grand ou égal. Et puis, je vais rentrer la valeur absolue dans la somme via l'inégalité du triangle. Donc ça, je vais mettre ça... en fait, je vais effacer ça ici parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, 3 quarts à la n fois valeur absolue f de 4 à la n x plus 4 à la n hm moins f de 4 à la n x. Ferme la parenthèse. OK, donc de là à là, c'est tout simplement l'inégalité du triangle pour la valeur absolue de cette somme ici. Avec un signe de moins en avant, donc je remplace avec l'inégalité dans ce sens-là. Okay. Maintenant, parce que j'ai n plus petit que m dans la somme que j'ai ici, je vais pouvoir me servir de la deuxième remarque que j'avais ici, qui disait que cette expression ici était plus petite ou égale à 4 à la n hm, valeur absolue. Et parce qu'elle apparaît ici avec un signe négatif, encore une fois, si je multiplie par moins 1 des deux côtés, je change le sens de l'inégalité. Donc, je peux dire que ça, c'est plus grand ou égal 3 à la m. Et puis, j'avais moins 1 sur hm. Somme n égale 0, m moins 1. 3 sur quart à la n. Et puis, 4 exposant n hm. Vous avez un hm ici qui vient canceller le hm là. Vous avez un 4 à la n au dénominateur ici qui vient canceller le 4 à la n ici. Alors, tout ceci, ça devient égal moins somme de n égale 0 à m moins 1, 3 à la n.
Donc maintenant, ça c'est une somme géométrique finie avec raison 3. Donc ça c'est une formule qu'on voit soit en secondaire ou en calcul différentiel en première année. On est capable d'écrire la somme de cette expression-là. Donc la somme de cette expression ici, ça va être 1 moins 3 à la m sur 1 moins la raison. Donc, ça, cette expression ici, là, c'est le résultat de cette somme géométrique finie ici. Okay, important, c'est une somme finie ici. Donc, je suis capable d'écrire la formule comme ça. Bon, maintenant, je simplifie tout ça. Après simplification algébrique, je mets sur le dénominateur commun, ainsi de suite. Ça me donne 3 à la m plus 1 sur 2. Donc, c'est une longue suite d'inégalités, mais essentiellement, ce que j'ai montré, c'est que ce terme ici est toujours plus grand ou égal à ce terme ici. Peu importe c'est quoi x. Donc, on a montré ainsi que cette expression ici est plus petit ou égal à 3 à la m plus 1 sur 2. Puis ça, ben, ça va à l'infini quand m tend vers l'infini. Donc la suite diverge parce qu'elle n'est pas bornée. Et plus grand, les éléments de la suite sont plus grands ou égaux en valeur absolue à une quantité qui s'en va à l'infini. Donc ça veut dire que cette suite ici n'est pas bornée, alors elle doit diverger. Ce qui implique que, comme qu'on voulait faire, la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h n'existe pas. Alors, g n'est pas dérivable au point x. Puis parce que x était quelconque, on n'a pas spécifié c'était quoi x, autre que c'était un nombre réel, alors g est dérivable nulle part. Puisque x est un point quelconque de R, il en suit que g est dérivable nulle part. Sur R. Donc, ça termine la démonstration. Donc, par construction, on a construit une fonction qui est continue partout sur R, dérivable nulle part sur R. Okay, c'est clair qu'on a travaillé très fort pour montrer ça, mais ça vous montre l'existence d'un tel cas que je dirais pathologique ou très difficile à visualiser. OK, alors, donc ça, c'est Weierstrass qui avait bien sûr découvert ce phénomène-là. En fait, si vous faites une recherche sur Wikipédia ou peu importe, vous verrez que la fonction de Weierstrass, en fait, elle n'est pas définie avec valeur absolue. Elle est définie différemment avec des cosinus. Mais peu importe, il arrive au même résultat, une fonction qui est continue partout, dérivable nulle part. Puis en fait, là, il y en a tout plein de fonctions comme ça. Une fois qu'on a vu qu'il y en avait une, là, c'est pas long qu'on peut montrer qu'il y en a une infinité, en fait, compte. Okay? Alors, c'est pas, ils ne sont pas aussi rares que ça, si on veut. On est capable de montrer leur existence, même si, comme je disais, géométriquement, visuellement, on n'arrive pas à
représenter, se donner une bonne représentation de leur graphe. OK? Alors, donc ça, ça termine le chapitre 7 sur suite et série de fonctions par rapport à la convergence uniforme. Je vais commencer la dernière partie du cours où on va parler d'un autre type de série de fonctions qu'on va appeler les séries de Fourier. Okay? Donc, ce sont un concept qui est très utile, surtout en physique. Donc, pour ceux et celles qui sont en physique, si ce n'est pas déjà fait, vous allez utiliser beaucoup là, les séries de Fourier. Pour ceux qui sont en maths, ça va être tardé plus tard, mais éventuellement, vous aurez à faire des problèmes où vous utiliserez aussi des séries Fourier.